Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Tison, je suis président de la mutuelle Apreva. Et c'est au nom du groupe Aesio que nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés, la mutuelle Apreva, avec la mutuelle Adrea et OVMCD, ont créé un groupe prudentiel qui s'appelle le groupe Aesio, avec une vision à 2 ans d'une fusion qui devrait donner naissance à la mutuelle Aesio. Alors ce soir, ce groupe, en partenariat d'ailleurs avec le réseau Up Campus, oui, exactement, a souhaité se saisir de la thématique du futur du travail par l'organisation de 3 conférences sur le territoire. Alors j'ai pris quelques notes parce que je ne voudrais pas me tromper sur ce qui s'est passé dans période antérieure. Alors dans un premier temps, la première soirée a été consacrée à la transformation du travail par l'intelligence artificielle. La deuxième soirée a été consacrée sur les métiers de demain. Et ce soir, ce que nous vous proposons, c'est de réfléchir sur l'impact que ça va avoir sur notre famille, à savoir l'économie sociale et solidaire. Alors comment demain dans nos entreprises nous allons faire face à ces évolutions ? Faut-il considérer l'intelligence artificielle comme un vecteur de destruction d'emplois ou à l'inverse ? L'intelligence artificielle est-elle un vecteur de développement de nos entreprises ? Et puis enfin, comment nos collaborateurs vont-ils appréhender ces évolutions et ces changements ? Et comment vont-ils pouvoir s'adapter ? Voilà un petit peu les sujets sur lesquels nous allons réfléchir ce soir. Et ça permettez-moi aussi de remercier nos partenaires en dehors de Up Campus, à savoir l'Uriops qui est présente ce soir, et la CRES qui est un partenaire de longue date. Je tiens à remercier également les équipes d'Apreva, d'Up Campus et d'Aesio sur l'organisation de cette soirée. Je tiens aussi à remercier Sciences Po de nous avoir mis à disposition ce magnifique ampli. Et je laisse la parole maintenant. Alors maintenant que je sais son prénom, je vais le retenir à Macha. C'est elle qui est en charge maintenant de gérer cette soirée. Merci. Merci. Ça, c'est bon. Donc bonsoir à tous. Effectivement, je m'appelle Macha Binot, je suis la rédactrice en chef du mouvement Up. Le mouvement Up, c'est un ensemble de médias dont fait partie Up Campus que vous avez cité. Le mouvement Up, on est là en fait au travers de 2 médias papier, d'une radio et d'un ensemble de conférences dont les plus connues sont les Up Conférences et Up Campus auxquelles vous assistez ce soir. Nous sommes là pour décrypter tous les signaux faibles sur les sujets sociaux, environnementaux et sociétaux pour en fait que vous puissiez vous saisir de ces sujets-là en suivant, en vous donnant quelques connaissances et quelques éléments et quelques interrogations sur ce terrain-là. Ce soir, effectivement, on est dans le 3e volet d'un cycle que nous avons travaillé avec Aesio sur le futur du travail, qui commence aujourd'hui, avec, comme vous veniez de le citer, une première thématique sur l'intelligence artificielle et une deuxième thématique qui est venue explorer les nouveaux métiers et les nouvelles compétences. Aujourd'hui, nous allons donc traiter d'un nouvel enjeu à l'heure de l'accélération des nouvelles technologies et de la notion surtout d'ubérisation. La France n'y coupe pas. Et elle aussi, à l'instar des entreprises américaines comme notamment les GAFAM, qui sont les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, on est venu et les modèles économiques et les modèles d'entreprise se modifient avec le temps. La grande notion, c'est la notion de flexibilité qui est devenue un maître mot. Ce sont des pratiques comme l'intrapreneuriat, l'auto-entrepreneuriat et le coworking qui ont fait leur apparition, venant bousculer bien évidemment le métier et la notion de travail, mais vient aussi lever certaines craintes et sur des formes de précarité pour les collaborateurs. De l'autre côté, en créant de nouveaux lieux de socialisation, en proposant de nouvelles formes de protection ou en défendant des valeurs de solidarité et d'utilité sociale, des acteurs du secteur de l'économie solidaire et sociale semblent apporter aussi une réponse à cette multitude de mutations en cours. Ce soir, l'objectif est donc d'aller au-delà des postures et des préconçus en mettant en lumière la façon dont l'économie solidaire et sociale s'adapte à la révolution numérique. J'ai la chance pour ça d'avoir 4 interlocuteurs de grand niveau et je vais vous laisser à chacun la parole pour venir vous présenter. Et je commence par vous, Pierre Thomas. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Je représente ce soir la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Hauts-de-France. Alors, la Chambre régionale réunit l'ensemble des entreprises qui entreprennent à partir de quelques principes et valeurs. D'abord, ce sont des entreprises dont le but n'est pas forcément de dégager des bénéfices et de se les partager en fin d'exercice. Elles ont une gouvernance démocratique sur la base d'une personne, une voix. Elles ont un principe d'impartageabilité des réserves obligatoires. Et puis, elles ont généralement comme principe de mettre l'homme au cœur de leur dispositif, qu'il soit organisationnel ou en direction de leurs usagers. Il y a 5 formes d'entreprendre qui sont mises en avant autour de la CRES, sous 5 collèges représentant les différentes familles: la mutualité, la coopération, le monde associatif, les fondations et les entrepreneurs sociaux. On y reviendra par la suite sur la façon dont ils sont impactés par les modifications des emplois ou la mutation du travail. Par ailleurs, je dirige, moi, une coopérative. Je suis président d'une société coopérative qui forme les demandeurs d'emploi pour les aider à trouver un premier emploi ou à retrouver un emploi. Bonsoir Christiane Desmontes. Bonsoir, vous avez bien prononcé mon nom, je vous remercie. J'avais bien Donc, révisé. Christiane Desmontes, je suis ici au titre du labo de l'ESS. Alors, vous savez dire qu'est-ce que le labo de l'ESS. Le labo de l'ESS, c'est un groupe de réflexion, on appelle ça un think tank, qui réfléchit sur des questions, des sujets qui interpellent l'économie sociale et solidaire et qui fonctionne avec des groupes de travail, qui fait des parutions, qui a un site d'ailleurs sur lequel vous pouvez aller, qui a mené des travaux sur la culture et les salariés de la culture, qui mène des réflexions autour de l'énergie, du changement climatique, de l'alimentation et des nouvelles formes d'emploi. Et je préside un groupe de travail sur les nouvelles formes d'emploi qui a fait l'objet d'un rapport qui s'appelle Transformer l'emploi, redonner du sens au travail, qui est presque le sujet de notre table ronde de ce soir, et qui a décidé de poursuivre ses travaux autour d'un sujet qui s'appellerait société à mission, puisque la loi Pacte a créé les sociétés à mission. Société à mission, responsabilité sociale de l'entreprise, économie sociale et solidaire, une chance pour l'emploi, point d'interrogation. Donc on continue à réfléchir et j'y reviendrai parce que la méthode, c'est effectivement de partir du local, de ce qui se passe sur les territoires qui sont tous différents, pour construire des analyses qui peuvent servir à la duplication des choses et à l'élargissement de ces bonnes pratiques sur le territoire et au local. Merci Christiane. Je vais du coup demander à Jennifer Leblond de venir se présenter. Bonjour. Est-ce que vous entendez bien? Okay. Parce que sinon je vais faire passer, tiens. Ah, okay. Vous avez utilisé ces deux micros. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bonsoir. Donc Jennifer Leblond. Je suis freelance. Je travaille dans un collectif qui s'appelle WeShare, OUISHRE, qui est un collectif de freelance en fait qui travaille à essayer d'imaginer une société plus responsable face aux enjeux qui sont les nôtres pour la planète et pour les hommes. Et je suis aussi la cofondatrice et la présidente d'une école de français diplômante qui s'appelle TOT, T-H-O-T, qui est basée à Paris et qui s'adresse à un public de réfugiés et demandeurs d'asile, adultes, peu ou pas lettrés, et qui passe un diplôme d'État en 4 mois, reconnu partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et on finit par vous, Marc. Donc moi, je suis Marc Mosenta, je suis le directeur des richesses humaines du groupe Vitamine T. Donc j'ai fait toute ma formation et mon parcours dans les ressources humaines avant de découvrir il y a 1 an qu'on pouvait parler de directeur des richesses humaines. Donc j'ai d'abord été consultant.
Ensuite, j'ai travaillé dans le privé et je suis devenu, il y a une petite dizaine d'années, le DRH de Médecins sans frontières d'abord, qui est une ONG que généralement les gens connaissent, avant de devenir le DRH d'Action contre la faim, donc pendant 3 ans, et de rejoindre Vitamine T il y a une petite année. Voilà, donc je ne connaissais pas Vitamine T avant de venir chez Vitamine T, sachant que je voulais aller dans un secteur intermédiaire entre ce que j'avais connu avec le privé et l'humanitaire, qui était l'économie sociale et solidaire. Et je l'ai trouvé avec Vitamine T, qui est donc un groupe d'insertion par l'activité économique qui existe depuis 40 ans, un peu plus maintenant, 41 années cette année, qui a été créé dans les Hauts-de-France, qui est présent maintenant en Île-de-France et en Champagne-Ardenne, donc qui a été créé il y a 40 ans, qui fait aujourd'hui 85 millions de chiffre d'affaires, donc c'est 13% de financement public et tout le reste, ce sont nos activités économiques. On a donc aujourd'hui 22 filiales qui sont réparties en 3 pôles d'activité. Le premier, c'est l'éco-activité, donc on recycle des réfrigérateurs, des voitures, du bois pour en faire des meubles par exemple. On a un deuxième pôle qui est le pôle mise à disposition avec de l'intérim d'insertion et alimentation avec par exemple du maraîchage bio, Serre des Prés, Ferme des Jésuites, je fais un peu de pub. Et enfin un troisième pôle avec le pôle service, où on a des activités liées à la sécurité, à la médiation. Vous les retrouvez dans le métro lillois par exemple. On est aussi sur le Vélib, le Vélil. Et dernièrement, on a créé une structure d'insertion toujours sur le numérique, avec de la mise à disposition de salariés en insertion chez nos clients, mais dans le numérique. Donc on essaie de suivre un peu la tendance du numérique. Voilà, donc organisation en 3 pôles, et on fait maintenant à peu près 4200 salariés, 2 tiers de salariés en parcours d'insertion et 1 tiers de permanents. Voilà. Merci beaucoup à vous 4 d'être venus et être présents ce soir pour que vous compreniez comment ça va se dérouler. On va traiter 3 thématiques: l'emploi en mutation, l'ESS versus le reste de l'économie, qui va être le premier plateau et nos premières questions. Ensuite, on va réfléchir sur les solutions proposées par l'ESS pour aborder les nouvelles formes d'emploi, pour enfin aussi réfléchir aux freins et aux perspectives quant à ces méthodes-là. Je commence tout de suite avec vous, Pierre Thomas, et je vous tendrai le micro, ne vous embêtez pas. Vous avez de multiples casquettes, comme on l'a vu dans notre introduction, et là je m'adresse du coup au président de la CRES Hauts-de-France. Quelle mutation du travail avez-vous pu percevoir ces dernières années au sein de l'ESS et même dans les secteurs que vous côtoyez? Merci de cette question introductive. Juste, je suis seulement vice-président de la CRES et je dois excuser ce soir Peggy Robert. Nous avons une grande assemblée générale demain, élective, et donc c'était difficile pour elle de se libérer. Les mutations du travail, elles vont de pair avec les mutations de notre environnement. Et ce dont je voudrais insister au point de départ, c'est la segmentation de l'activité dans l'ESS qui est indissociable des mutations que l'on peut observer. L'ESS, c'est à la fois des interventions sur la santé, sur le sanitaire et social, sur l'aide à domicile, sur l'éducation, sur la formation, sur les loisirs, la culture, l'insertion, etc. Et les mutations du travail ne s'observent pas de la même manière en fonction de tel ou tel secteur d'activité économique. Les pouvoirs publics ont une grande responsabilité aujourd'hui sur la précarisation des emplois dans les activités de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Depuis à peu près une quinzaine d'années, on voit un certain nombre de secteurs devenir des secteurs qui obligeraient les collectivités territoriales à passer des marchés publics à concurrence, voire à concurrence européenne si on atteint un certain seuil de financement à mettre en œuvre. Et les associations de loisirs, les associations d'insertion, etc., sont soumises à un mode marché, là où auparavant, elles étaient sur des modes de subvention de projets portés par la structure auprès d'une collectivité pour agir sur un territoire. Aujourd'hui, elles répondent, dans le meilleur des cas, à des conventions annuelles d'objectifs et de moyens.
peut-être des conventions pluriannuelles, mais ce n'est absolument pas certain. Et derrière ces modes de financement, il y a de la précarisation d'un ensemble d'emplois, et essentiellement les emplois de fonctionnement de l'activité. Donc on a une pression qui vient pour partie de cette mise en concurrence ou de cette négociation qui dirait que forcément il faut faire mieux avec les mêmes moyens. Je vais juste vous donner un chiffre. Le mode marché existe dans la formation professionnelle, était installé définitivement depuis 2006. En 2006, je vendais les actions de formation à 7 € de leurs stagiaires. En 2019, je suis à 7,03 €. Comprenez bien qu'avec ce mode de financement, on recherche à faire des économies chaque année dans nos budgets. Et que les économies, on est d'abord une entreprise de main-d'œuvre, c'est la compétence des intervenants qui sont des formateurs qui est en jeu, et donc on va les payer que sur le temps de leurs interventions. Et donc on a une pression qui est liée au mode de contractualisation et au marché. Il y a un deuxième type de pression que je veux partager avec vous, c'est des modifications sociétales profondes. Auparavant, nous avions des adhérents d'associations, des mutualistes, des coopérateurs. Maintenant, on a des consommateurs. Tous les usagers sont devenus des consommateurs. Et si ça ne leur plaît pas à droite, ils vont voir à gauche. Et je ne parle pas de politique, je parle juste de traverser la rue pour avoir le même service. Et ce n'est pas leur souci qu'ils soient de l'économie sociale et solidaire ou pas. Est-ce qu'une plateforme d'autopartage est plus intéressante en ESS que dans le secteur privé? Vous avez quoi sur votre smartphone? Blablacar ou Cities? Il y en a une, c'est du marché pur et dur, de l'entrepreneur individuel avec des actionnaires, et l'autre, c'est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Sauf qu'on ne communique pas sur ce mode-là. C'est autopartage, les deux. Et vous avez l'application la plus facile à télécharger. Marc, est-ce que vous nous donneriez, vous, votre regard dans votre secteur, notamment par vos deux parcours, et plus précisément au niveau des ressources humaines aussi? Est-ce que vous observez les mêmes choses? Alors, je vais rebondir sur une idée qu'a dit monsieur sur le fait que les usagers deviennent des consommateurs. Moi, ce que j'ai pu... Alors, quand je suis arrivé chez Médecins sans frontières, venant du privé, je m'attendais à... J'étais surpris de trouver une annonce de directeur des ressources humaines. C'était ressources humaines. Je ne pensais pas que ça existait. Pour moi, Médecins sans frontières, c'était des médecins qui partaient avec leur trousse à pharmacie sauver le monde. Et j'étais surpris de découvrir qu'il y avait une direction générale, un comité de direction, une direction financière, une direction des ressources humaines, et que c'était très professionnalisé. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, très vite, moi, j'ai été alpagué par mes partenaires sociaux, puisqu'en fait, j'ai été dans des structures qui, du temps où j'y étais, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, n'ont cessé de grossir. Que ce soit Médecins sans frontières, Action contre la faim ou même Vitamine T. On faisait 62 millions de chiffre d'affaires il y a à peine un an, on est à 85 parce qu'on croit beaucoup par croissance externe. Et j'ai été très vite alpagué par mes partenaires sociaux qui me disaient mais c'est quoi le sens de ce qu'on fait chez Médecins sans frontières ou chez Vitamine T? Et en fait, il faut surtout arrêter de penser... Enfin, tous les secteurs sont particuliers. Il ne faut pas penser que l'ESS est un secteur complètement à part. Il s'est rapproché, de par les personnes qui l'intègrent et qui y travaillent, d'une très grande forme de professionnalisme, avec des vrais experts de leur métier. Et on est aujourd'hui très proche de ce qui se fait dans le privé. Et du coup, avec des salariés qui attendent sans doute les mêmes choses que dans le privé. Pas forcément du salaire, mais en tout cas du sens. Et moi, la question que j'avais, c'était... Moi, je pensais que travailler chez MSF ou chez Action contre la faim, ça faisait du sens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas s'arrêter à ça. En fait. L'ESS n'est pas un sens en soi. Les salariés ont besoin
d'avoir du sens dans leur travail de tous les jours. Je suis comptable chez Médecins sans frontières, je m'occupe de tous les approvisionnements de médicaments pour ravitailler les pays où on intervient. À quoi je sers dans cette nébuleuse qui est Médecins sans frontières? Donc les gens ont besoin de trouver du sens. Et quand vous regardez aujourd'hui la plupart des études qui sont faites sur la qualité de vie au travail, que ce soit dans le public, dans l'ESS ou dans le privé, en un, c'est le besoin de sens dans mon travail. En deux, c'est la reconnaissance que je tire de mon travail par mon manager. Donc ça pose la question du management. Et en France, on n'est pas très doué pour reconnaître le travail bien fait. On sait critiquer, on sait très bien critiquer, mais on n'est pas doué pour reconnaître le travail bien fait. Et en plus, vous avez le droit à une erreur, mais pas à deux, contrairement au modèle anglo-saxon. Et la troisième chose, c'est le besoin de travailler en collectif, avec un côté de, on va dire, de solidarité. J'ai besoin de sentir que j'appartiens à une équipe aussi. Et seulement en quatrième position, que ce soit dans les ONG ou dans le privé, vient le salaire. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de voir que, en tout cas pour moi, l'analyse que j'en fais à travers 3 prismes qui sont MSF, ACF et Vitamine T, c'est que le mode de fonctionnement et les attentes des salariés se rapprochent de celles du privé, y compris dans les professionnels qu'on souhaite recruter. Christiane, du coup, est-ce que vous êtes sur les mêmes constats? Vous avez coordonné l'étude du laboratoire de l'ESS Transformer l'emploi, redonner du sens au travail. Est-ce que, avec votre recul, vous partagez ces constats? Alors, première remarque que je voudrais faire pour rebondir. Non, oui, ça marche faire. d'accord. On va se le faire comme ça, Oui, du ça coup. va Donc, première remarque que je voulais faire, mais Marc l'a dit, les salariés de l'ESS, ils ne sont pas très différents des salariés de l'autre économie, entre guillemets. Hein. Ça, c'est la première remarque, et j'y reviendrai parce qu'il y a tout au long du XXe siècle une évolution du travail, du salarié, de l'emploi, etc. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est effectivement, comme les deux précédents intervenants, la question du sens est essentielle. Donc, très rapidement, on voit bien que de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle à la transformation numérique, qui est sans doute aussi une révolution, hein, l'histoire l'écrira sans doute comme ça, on sent bien que les choses ont évolué. Et la transformation numérique, elle accroît l'atomisation du travail, l'autonomie, mais avec ses bons et ses mauvais côtés, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et nous, dans le travail qu'on a conduit pour aboutir au rapport, et on a fait un schéma, on s'est dit, mais un peu comme Marc, c'est quoi un emploi de qualité ? Qu'on soit dans l'ESS ou qu'on ne soit pas dans l'ESS. Et il nous a semblé qu'il y avait 4 exigences importantes. C'est la question du contrat, le contrat de travail pour le salarié ou le contrat de service pour celui qui est entrepreneur et indépendant. La question des protections, et on aura l'occasion d'y revenir parce que le système de protection sociale qui a été fabriqué dans la deuxième moitié du XXe siècle correspond à une protection pour des gens qu'on appelle emploi durable, donc le CDI, des gens qui travaillent dans la même entreprise. On voit bien que tout ça a volé en éclats et que ce système de protection, il faut l'adapter aux nouvelles conditions parce que c'est extrêmement important et on voit bien plein d'exemples de ce qui se passe. La troisième question, le troisième axe pour la qualité de l'emploi, c'est qu'à un moment où l'emploi, le salarié ou la personne qui travaille est atomisée dans son coin, alors elle est autonome, mais elle est aussi seule et isolée, il y a un besoin de collectif extrêmement important. Et je pense que ça, on l'oublie un petit peu, et je pense que c'est vraiment une condition de la qualité du travail. Et bien sûr, le quatrième axe, c'est le sens. Quel sens on donne à son travail, quelle que soit la situation dans laquelle on est.
Parce que ce n'est pas seulement les travailleurs précaires qui recherchent un sens, c'est aussi les travailleurs qui sont dans une entreprise, travaillant depuis longtemps dans cette entreprise, et qui à un moment se disent « mais je sers à quoi ?» Donc voilà, je pense que c'est effectivement ces 4 éléments-là qui sont essentiels. Jennifer, vous allez peut-être nous donner, vous, votre vision concernant cet essor des auto-entrepreneurs et des nouvelles formes de travail indépendant. Est-ce que, notamment par rapport à ce que vient de nous dire Christiane, est-ce qu'il y a quelque part une précarité, une précarisation de la société et du travail? Très bonne question, ma chère. Excellente question. Merci de soulever ce point. En fait, en dehors même juste du statut d'auto-entrepreneur ou d'être freelance ou d'être à son compte ou d'entreprendre, il y a une précarisation du travail global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi les annonces actuelles, mais sur les propositions faites par rapport au chômage, etc., de toute façon, les droits avec lesquels les gens qui ont travaillé toute leur vie ont grandi, et nous aussi, notre génération a grandi, n'existent plus, ou en tout cas n'ont pas vocation à durer. Donc évidemment, si en plus on sort du contrat type, qui est le contrat CDI, qui est normalement censé être la norme, qui est finalement l'exception, en fait on se retrouve que dans des contrats précaires, en réalité. Donc le CDD est un contrat précaire, l'intérim est un contrat précaire, et ce sont des contrats de travail qui sont des contrats un peu plus traditionnels que l'auto-entreprise ou être freelance. Donc aujourd'hui, il y a une énorme volonté, je crois, et puis les chiffres le montrent de toute façon, pour les gens d'être en autonomie, ou en tout cas de mieux choisir, de mieux créer, et notamment c'est cette notion de sens qui amène ça, de créer leur propre emploi, leur propre métier, de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et ils sont prêts à mettre la précarisation que ça amène de côté pour pouvoir avoir ce sens et du coup ne pas cotiser pour des droits, ne pas avoir de protection, ne pas avoir de contrat. Et se retrouver parfois isolé, en effet, parce que quand on est à son compte ou quand on est dans ce genre de système, on n'est pas toujours avec un collectif. Mais en tout cas, l'État ou les gouvernements disent qu'ils prennent en compte cette précarisation. Et en même temps, ce sont les entreprises privées qui, normalement, devraient amener des contrats de travail traditionnels dits non précaires type CDI, qui utilisent les contrats précaires pour faire le plus de bénéfices possible. Donc on parle de l'ubérisation, mais si on prend typiquement cette plateforme, c'est une plateforme qui utilise des personnes en emploi précaire, dans des conditions salariales en réalité, mais en n'ayant pas de salariés et en ne payant aucune espèce de non-précarisation de l'emploi et du métier. Et si vous avez lu encore l'actualité, si on prend les livreurs, Deliveroo, etc., ceux qui livrent les repas, ils sont dans une précarisation extrême. Et si je fais juste un mini point en relais avec une de mes activités qui est donc l'école, où j'ai des réfugiés et des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ont d'énormes difficultés à trouver un emploi. Ils peuvent le faire, mais c'est dans des conditions tellement extrêmes que de conditions que c'est trop compliqué. En fait, il y a des personnes qui ont des contrats avec Deliveroo, d'auto-entrepreneurs, qui leur sous-traitent leur contrat en disant tu prends mon téléphone, tu prends les commandes, tout est payé chez moi et je prends 25% sur ce que tu fais, quand il les paye. Parce que parfois, il ne les paye même pas. Donc, on n'est même plus dans de la précarisation. En fait, on est dans faire du profit à outrance, peu importe qui sont les gens en face et peu importe comment vont vivre les gens en face. Ça va au-delà de la précarisation. Merci beaucoup. Après ce constat, on va passer dans la deuxième partie qui donc traite un peu plus des solutions proposées par l'ESS. Et pour vous expliquer l'exercice des conférences Up Campus, il faut que vous sachiez qu'on aura une interaction avec vous en troisième partie. Donc si à un moment vous voulez échanger, je vous laisse mettre de côté un peu vos questions ou vos remarques pour qu'on puisse échanger ensuite sur ces sujets-là. Donc dans cette seconde partie, on va tenter de parcourir les différentes initiatives émergentes qui sont propres à l'ESS pour faire face à toutes ces mutations du travail que vous venez de constater en bon ou en moins bon. Et je commence par vous, Marc. Quelle réponse apporte le secteur de l'ESS à toutes les mutations, selon vous ?
Alors, je vais répondre sous le prisme. Je ne vais pas répondre au nom du secteur de l'ESS, mais vraiment sous le prisme de Vitamine T. Juste avant, je voudrais revenir sur la notion de précarité très rapidement, parce on critique beaucoup les mesures qui sont prises sur la précarité, ou le manque de réformes, etc. Je trouve aussi que certains salariés se créent leur précarité. Quand mes grands-parents ils rentraient dans une entreprise, chez Renault ou chez Michelin, ils espéraient, ils savaient qu'au moment de leur retraite, ils seraient encore chez Renault et chez Michelin. Aujourd'hui, quand vous avez un jeune en face de vous, si au bout d'un an et demi, il n'a pas un meilleur salaire ou un job plus intéressant ou pas une formation, il s'en va, il va à la concurrence. Donc, quelque part, il se crée aussi une forme de précarité. Voilà, donc elle est aussi un peu des deux côtés. C'est ce qu'on appelle la génération zapping, XY ou je ne sais plus quoi. Il y a eu plein d'études là-dessus, où ils passent leur temps sur le téléphone à passer d'un écran à l'autre. Voilà, on le retrouve aussi dans le travail. Pour revenir sur la question de Macha, en fait, le vitamine T, donc c'est de l'insertion par l'activité économique. Ça veut dire qu'on va chercher des personnes qui sont très éloignés du marché de l'emploi, ce qu'on appelle aussi les invisibles, il y a eu un film là-dessus, qui sont parfois hors de tout monde du travail, mais aussi hors de tout monde social. Ils sont dégoûtés de tout. Ils ont même parfois plus d'aide pour certains, sauf l'aide de la communauté, et encore. Et on essaie de les remettre, de leur faire retrouver une dignité en tant qu'individus, citoyens et apprenants. Et donc de les remettre dans le monde du travail, d'abord par nos entreprises, et ensuite dans d'autres entreprises. Donc on rêverait évidemment qu'il n'y ait plus de chômage et que ces gens-là aient du travail. Parce qu'effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus de chômeurs de longue durée. Il y en a 1,6 million, je crois. Donc c'est des gens qui, pendant 12 mois, n'ont pas eu ni un contrat court, ni un stage, ni une formation, rien. On constate qu'il y a de plus en plus, pour rebondir sur ce qu'a dit Jennifer, ce qu'on appelle des primo-arrivants, donc de gens qui viennent dans nos pays et qui ne parlent pas la langue. Donc comment trouver un métier quand on ne parle pas la langue, quand on ne sait pas lire une consigne de sécurité dans un entrepôt. Voilà, donc de plus en plus de SDF. Voilà, on en a chez nous, qui commencent chez nous, et on apprend un mois après qu'ils dorment dans leur voiture depuis un mois. Donc il faut trouver une solution de logement. Et je trouve que les solutions qu'on essaie d'apporter, c'est même pour les premiers niveaux de poste chez nous, parce que, comme vous l'avez remarqué, on est sur la propreté, sur la sécurité, donc on est sur des agents de propreté, sur des agents de sécurité, sur des agents de médiation, donc on est sur des premiers niveaux de poste qui nécessitent des compétences, il ne faut pas oublier. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner le plus possible de cordes à leur arc, soit en apprenant un métier chez nous, soit en les envoyant en formation pendant qu'ils sont dans ce métier, l'objectif étant qu'ils soient le plus employables possible. Ça pose la question qui revient très souvent parce qu'un jour Macron a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Tout le monde sait que c'est pas si simple que ça, sauf peut-être pour lui, mais bon. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a d'un côté des entreprises qui n'arrêtent pas de dire « j'ai pas les salariés qu'il faut, j'ai pas les compétences qu'il faut », et de l'autre des salariés qui ne trouvent pas de boulot. Donc comment on fait ? Alors, il y a le modèle économique qu'on a loué parce que justement, ils ont, eux, fait une réforme en disant arrêtons les hautes études, ayons des métiers très pratico-pratiques, revenons à l'alternance, à l'apprentissage, chose qu'en France, on a un petit peu de mal à faire, mais on y vient petit à petit. Et en fait, on s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire qu'on a créé chez Vitamine T un campus où on a des programmes de formation qui correspondent aux besoins de notre public, qui est donc un public de salariés en parcours d'insertion. Donc on a par exemple des formations sur le français. Donc pour rejoindre ce que disait Jennifer, on forme au rudiment de français pour ceux qui ne parlent pas du tout français. On a comme ça 4 niveaux de formation sur le français. On a des formations pour être cariste, on a des formations pour être chauffeur poids lourd. Donc on développe en interne, à travers notre campus, des formations pour répondre à nos besoins à nous, mais surtout aux besoins des entreprises du bassin qui, elles, ont des besoins de chauffeurs, il y a pénurie, qui ont parfois besoin de manutentionnaires, qui ont parfois besoin, etc. Donc on se rend compte qu'il y a des entreprises avec lesquelles on travaille qui ont des besoins. Donc on les questionne sur ces besoins et en fonction de ça, on forme nos salariés pour que se rejoignent les besoins des entreprises et les profils de nos salariés, pour que ça corresponde en fait. Et on va même plus loin que ça, et je vais essayer de ne pas être trop technique.
on forme même nos encadrants techniques, donc qui connaissent la technique du nettoyage, la technique de la sécurité, à être eux-mêmes, pas seulement encadrant, je te recrute, je te donne les directives, et puis quand ça ne va pas, je te vire, à être aussi formateurs, à montrer à leurs agents, qui parfois ne connaissent pas bien le métier, comment on peut bien le maîtriser, à être patient par rapport à ça. Donc à leur montrer, donc à être référent et formateur par rapport à ce métier. Donc on a 2 niveaux de formation. Le premier, c'est un peu théorique mais pratique, c'est ce campus dont je vous ai parlé. Et le deuxième, c'est en apprenant à nos encadrants et donc en les envoyant en formation pour ça, à être eux-mêmes référents et formateurs de nos salariés en parcours d'insertion. Donc c'est comme ça que on essaie de répondre, je dirais, aux problématiques de l'emploi actuel, du monde du travail actuel, avec ce prisme, encore une fois, qui est celui de Vitamine T et pas forcément celui de l'ensemble de l'ESS. Merci beaucoup. Jennifer, dans cette montée de nouvelles formes de travail, et notamment d'auto-entrepreneuriat, est arrivée en même temps, c'est une recrudescence de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Et après avoir donné une définition de ce qu'est un tiers-lieu, parce que pour le coup, il y a plusieurs choses, il y a les tiers-lieux, il y a les Fab Labs, etc. Et on n'est pas très très clair là-dessus. Et j'aurais besoin d'avoir une petite définition là-dessus. Vous avez mené une étude sur les tiers-lieux qui s'appelle 1000 lieux. Voilà. Quelles sont les principales conclusions que vous en avez tirées ? Alors avant de démarrer, qui parmi vous s'est déjà rendu dans un tiers-lieu ? Pas mal. Voilà. Oui, non, mais ça permet de... et qui s'est déjà rendu dans un Fab Lab ? Ouais. Non, c'est pas mal du tout. Okay. Et qui ne sait pas du tout ce qu'est un tiers-lieu ? Ok. Ok, parfait. Non, non, pas du tout. Hein. Y a pas de... Non, pas du. Mais non. Non, c'est juste pour savoir un peu. En fait, ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est des lieux hybrides. Alors aujourd'hui, il y a vraiment toute forme de tiers-lieu, mais à la base, c'était le lieu qui n'était ni la maison, ni le travail. Parce qu'en fait, c'était les 2 lieux dans lesquels on passe son temps, donc soit chez soi, soit au travail. Et donc le tiers-lieu, c'est le 3e lieu, c'est le lieu, l'autre lieu, le tiers-lieu. Et de ce tiers-lieu sont nées des formes très spécifiques, notamment qui avancent vers la partie... travail, qui sont les espaces de coworking, donc des espaces de travail partagé. Donc dans working, il y a co et working, travailler ensemble, qui s'adressent notamment à des personnes qui travaillent seules, donc aux freelances, aux gens qui sont à leur compte, aux personnes qui ont des toutes petites structures et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des bureaux tous ensemble, enfin des bureaux rien que pour eux, et qui plutôt partagent en fait un espace. Un peu comme les open space dans les entreprises, sauf que chacun paye un petit peu sa place. Et puis, vous en avez d'autres dont vous avez certainement entendu parler, voilà, qui s'appellent les Fab Labs ou les Makerspace, parce que Fab Lab, c'est un label un peu particulier, donc je parlerai plutôt de Makerspace. En fait, c'est des endroits qui sont plutôt pour les artisans, plutôt pour les personnes qui travaillent avec leurs mains, où il y a des machines et des lieux de travail partagés, où on partage aussi les machines. Parce qu'en fait, quand on est artisan, avoir son propre matériel et des grosses machines pour produire des pièces, ça peut être compliqué. Et du coup, ça permet à la fois de partager l'espace et aussi de partager les machines, juste en faisant de la location, et aussi de partager les savoirs entre nous. Donc voilà, pour donner un truc très simple de ce que ça peut être un tiers-lieu, mais il y a aussi d'autres tiers-lieux comme des espaces pour les salariés qui ont du temps de trajet très très long et qui peuvent avoir en fait des espaces entre leur lieu de travail et leur maison où ils peuvent aller travailler, par exemple, qui sont mis en place par les entreprises. Enfin, voilà, il y a toute une ribambelle, des incubateurs, tout un tas de lieux différents. Voilà. Et pour répondre du coup à la deuxième question, donc par rapport à cette étude que vous avez nourrie et que vous avez construite qui s'appelle 1000 lieux, quelles sont les principales conclusions que vous en avez tirées ? Alors les tiers-lieux en France, ça a un peu plus de 10 ans.
Ça vient globalement des États-Unis, mais voilà. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été menées, beaucoup d'études quantitatives sur le nombre de lieux, quels sont les types de lieux, qui sont les gens qui vont à l'intérieur, quels sont les emplois qui sont faits à l'intérieur, c'est quoi les impacts économiques. Et nous, on a fait plutôt une étude plutôt qualitative. Donc on est allé voir 8 territoires, 2 qui sont à l'étranger, un à Barcelone et un en Belgique à Gand, et 6 territoires sur la France, des tiers-lieux qui sont dans des villes moyennes, pour essayer de comprendre en fait en termes qualitatifs, qu'est-ce que ça apporte en fait ces lieux sur un territoire. Et donc on a sorti 8 enseignements. Je ne vais pas avoir le temps de tous vous les faire, mais j'ai un petit poster et puis l'étude est en accès libre, donc je pourrais aussi la transmettre si vous voulez. Mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement là, ou même 2. Il y en a un, c'est un nouveau lieu d'apprentissage favorisant la formation entre pairs. En fait, dans ces lieux, la plupart du temps, l'état d'esprit, c'est de dire qu'on est tous sachants. Donc aujourd'hui, moi là, je suis sur la scène, mais en fait, demain, chacun d'entre vous pourrait être sur la scène pour m'apprendre quelque chose. En fait, on est de pair à pair. Chacun, on a quelque chose à s'apprendre. Et cette forme d'horizontalité, ça a permis à plein de gens qui avaient des compétences qui ne développaient pas forcément dans leur entreprise, qui ne développaient pas forcément dans des projets personnels, en fait, de se rendre compte qu'ils les avaient et de pouvoir les transmettre et de pouvoir les développer. Et donc cette formation, ça a permis à plein de gens de découvrir un nouveau modèle pour eux, pour pouvoir finalement mettre en avant leurs capacités ou en tout cas en développer des nouvelles. Et après, il y a un deuxième enseignement qui est intéressant, c'est que quand il y a un tiers-lieu qui s'ouvre sur un territoire, en fait, il vient très souvent en soutien à des filières locales au service du développement économique. C'est-à-dire que ça permet de créer des pôles de développement qui génèrent soudain une activité qui n'existait pas, ou en tout cas de faire du rayonnement autour de ce lieu qui soudain donne au territoire une dynamique et une dynamique économique, notamment de nouveaux projets qui n'auraient pas vu le jour dans des structures un peu plus traditionnelles. Et surtout parce que là, on s'intéresse à des territoires de villes moyennes de moins de 20 000 habitants. Et donc, du coup, des gens qui créent des entreprises, qui créent des structures et qui, soudain, créent des emplois, etc. etc. Donc, c'est une dynamique économique très importante. Merci. Avec Marc, on vient de parler des mutations en entreprise. Avec Jennifer, on vient de parler donc, de la notion de tiers-lieu. Christiane, vous avez étudié une multitude d'exemples des nouvelles formes de travail émergentes dans l'ESS. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes et surtout nous expliquer quel est l'intérêt qu'elles peuvent avoir pour inspirer tout le monde? Alors, c'est difficile d'en citer que quelques-unes parce qu'on vous avez droit à 2, bon. Parce qu'il faut que je tienne le temps. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que toutes, mais vous l'avez dit, toutes les initiatives, elles se prennent dans le territoire. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez fondamental, c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre de l'entreprise pour l'ancrer dans le territoire, quel que soit le type d'entreprise, que ce soit des nouvelles entreprises ou pas. Donc, je veux insister là-dessus. C'est un élément important et c'est un élément, me semble-t-il, de changement parce qu'au moment de la mondialisation, qu'on critique tellement, il y a aussi un enjeu et des besoins dans les territoires. Et c'est le territoire qui peut lier le global et le local. Marc le disait avec Vitamine T, comment ça se maille dans le territoire avec l'entreprise. C'est l'enjeu de l'insertion par l'activité économique. Donc c'est l'un des exemples qu'on peut donner. L'insertion par l'activité économique, c'est des structures qui peuvent être diverses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, mais ce sont des entreprises, des structures qui embauchent des personnes en contrat à durée déterminée d'insertion pour les amener sur un moment de leur parcours vers l'emploi que je vais appeler l'emploi durable, avec des compétences, des savoir-faire, etc. Deuxième expérience intéressante, puis très d'actualité, même si elles n'ont pas été créées aujourd'hui, c'est les coopératives d'activité et d'emploi. Je crois que voilà, je suis désolée Pierre, mais bon, ça... Pierre il donnera aussi son avis. Voilà, les coopératives d'activité et d'emploi, elles ont pour objectif, donc elles font partie de l'ESS, elles ont pour objectif de donner
un collectif à des entrepreneurs qui sont indépendants, mais qui ont envie de se retrouver avec d'autres, et puis aussi pour qu'on les aide dans la gestion, etc. etc. Et aujourd'hui, par exemple, Jennifer parlait de l'assurance chômage et des évolutions de l'assurance chômage. La loi qui a été votée, je crois, en mars ou en avril, la loi Pacte, elle a aussi réfléchi le législateur a aussi réfléchi par rapport à ces entrepreneurs et aux auto-entrepreneurs, comment cette coopérative d'activité et d'emploi, elle pouvait donner une sécurité aux gens qui se lancent dans des activités, parce qu'il y a aussi, on ne l'a pas dit encore, mais je pense que c'est important, il y a aussi une aspiration. Bien sûr, il y a de la précarité. Je rappelle quand même qu'en France, aujourd'hui, 70% des salariés sont en CDI. Donc la précarité généralisée, c'est les nouveaux entrants ou les rentrants qui sont précarisés avec des CDD, avec des contrats courts, etc. Et des CDD courts. Donc, mais il faut bien relativiser ça. Il y a 75% de CDI et en gros 25% de CDD et de travailleurs indépendants, qui ne sont plus les mêmes que par le passé, les travailleurs indépendants. Et donc, on est bien là dans la recherche de protection pour des nouveaux entrepreneurs. Et c'est vrai que le cadre proposé par la coopérative d'activité et d'emploi est tout à fait intéressant. Deuxième, j'ai parlé de l'IA, j'en parle de troisième, j'ai parlé de l'IA, j'ai parlé des CAE. Je voudrais aussi parler des pôles territoriaux de coopération économique, qui n'est pas un dispositif en soi, mais qui est un lieu où les acteurs économiques et politiques, qu'ils soient ESS ou pas, se réunissent pour faire une analyse de leur territoire et pour essayer de construire des coopérations économiques au plus près des besoins du territoire. Et justement, peut-être que vous allez pouvoir en parler tous les deux après l'expérience de la SCOP. On en parlait aussi tout à l'heure hors micro. Effectivement, ce maillage dans les territoires, il y a peut-être quelque chose à préciser dont on parlait tout à l'heure. C'était ce triptyque important pour que ça fonctionne. Et peut-être que je vous laisse compléter ce que je suis en train de dire, mais de l'importance d'avoir effectivement des institutions publiques, mais aussi des entreprises et le grand public acteurs. Mais c'est pour ça que je parlais des pôles territoriaux de coopération économique, parce que dans les pôles territoriaux de coopération économique, l'initiative, elle part des acteurs, elle part des acteurs dans le territoire, et autour de la table, il y a tout le monde. Il y a bien évidemment les entreprises, les acteurs économiques, mais il y a aussi des usagers, entre guillemets, des citoyens lambda, salariés ou pas, et puis il y a les collectivités territoriales, et évidemment le service public de l'emploi. Mais il faut que cet enjeu du territoire soit pris en compte par ceux qui animent et mènent des politiques sur les territoires. Et je pense que là, on a une marge de progrès significative. Pierre, pour le coup, vous êtes aussi également patron d'une SCOP. Est-ce que la SCOP pourrait être un modèle en réponse à la situation et à cette mutation du travail ? Non. Voilà. Je vais me permettre de revenir 2 secondes sur ce qui est d'une transformation profonde de la société qu'a évoqué Marc. On a 56% des actifs en région Hauts-de-France qui ont un niveau de qualification de type CAP ou pas de qualification professionnelle du tout. Et le gouvernement, l'année dernière, a pris une réforme sur la formation professionnelle qui s'intitule « La liberté de choisir son avenir professionnel ». On fait porter désormais sur chacun d'entre nous le développement de nos propres compétences pour avoir un emploi. Et c'est exactement ce que tu présentais, Marc. Je crois que c'est l'entreprise, là, parce que c'est une entreprise d'insertion, parce qu'elle est de l'économie sociale et solidaire, qui continue à porter cette ambition-là avec les personnes.
la loi, elle est très bien faite pour tous les gens déjà qualifiés. Pour ceux qui ne le sont pas, elle les exclut de nouveau, et encore plus du marché du travail de demain. Ensuite, on a, alors dans les scopes, même si ce n'est pas une réponse à l'ubérisation, on a effectivement un statut qui a été mis en œuvre et conforté par la loi ESS de 2014, qui est le statut de salarié entrepreneur, et qui s'exprime dans les CAE, dans les coopératives d'activité et d'emploi. Le salarié entrepreneur, son boulot, c'est d'aller chercher son propre taf. Voilà. Il a des compétences et il les vend aux clients qu'il a comme intention d'avoir à partir de ses compétences. Et effectivement, il exerce individuellement son métier, mais dans un collectif où il peut partager un certain nombre de valeurs sur le plan de la façon d'exercer son travail, de considérer ses clients et de mettre en œuvre son résultat. Alors, ils partagent des techniques, etc. Alors, on a des coopératives dans lesquelles on va retrouver des tas de gens qui font de la communication, du conseil, ou des coopératives d'activité d'emploi où ils vont tous être autour des métiers du bâtiment. Et à force de travailler ensemble, ils arrivent à décrocher d'autres types de contrats que ceux qu'ils peuvent obtenir lorsqu'ils sont tout seuls. Ça, c'est une vraie alternative à l'auto-entrepreneur. Et c'est un statut de salarié avec tous les droits du statut de salarié. Les droits de retraite, les droits d'ACEDIC, s'il n'y a plus suffisamment d'emplois, etc. Donc il y a une vraie possibilité pour des personnes qui ont envie d'exercer leurs compétences vers des clients, de le faire dans un cadre individuel, mais qui prend en compte un collectif. Et c'est bien la CAE. Alors ce n'est pas vraiment une réponse à l'ubérisation. Parce que dans les coopératives, on ubérise aussi du travail. Les coopératives de bâtiment, elles ont des contrats par chantier et elles embauchent des gens sur la durée du contrat, comme toutes les entreprises du bâtiment. Elles sont sur un marché et elles ont à répondre aux tarifs du marché. Elles ne peuvent pas faire un tarif supplémentaire en disant « moi, je suis bien propre sur moi, regardez, j'ai que des contrats à durée indéterminée, que des gens que j'envoie en formation tous les ans, au moins 35 heures, etc. etc. » Ça ne se vend pas aujourd'hui. Parce que la commande responsable des pouvoirs publics n'existe pas. Et c'est un acte que nous avons à défendre, c'est que demain, cette commande publique, elle devienne véritablement responsable. Alors il y a quelques territoires qui commencent à le mettre en œuvre. Il y a le département du Pas-de-Calais qui a lancé une expérimentation autour de l'ESS en Pas-de-Calais pour repérer les acteurs de l'économie sociale et leur faire une place dans les marchés. Il y a le département de la Somme qui systématise les clauses sociales dans tous ces marchés. Alors, c'est des petits bouts, mais c'est des petits bouts sur lesquels il faut qu'on continue à se battre pour effectivement éviter l'ubérisation. Après, on peut tenter d'être les plus vertueux possibles sur les contrats de travail. À un moment donné, comme toute entreprise du secteur de la formation, moi, je recrute des gens en contrat à durée déterminée, dit d'usage, qui ont comme objet, puisque c'est l'usage dans la convention de la formation, d'embaucher les gens quand l'action de formation démarre et de leur dire vous retournez au chômage quand l'action est terminée. Mais le modèle économique est tel que je n'ai pas d'autre choix. Donc je ne suis pas un rempart à la précarisation des emplois. Voilà. Alors on a un certain nombre de règles qu'on se donne au sein de la coopérative sur un taux d'emploi CDI par rapport à un taux d'emploi CDD. Ça, c'est des choses qu'on discute entre coopérateurs. Pour autant, ça reste quand même, pour un certain nombre de personnes, très violent, parce qu'elles font un boulot qui est tout à fait de qualité, qui répond à l'ensemble de nos attentes. Et à la fin du contrat de 4 mois, on leur dit au revoir madame, au revoir monsieur, on vous rappellera. Et ça, c'est très violent. Alors, je voulais aussi revenir sur la définition du Fab Lab. Ça existe depuis très longtemps. Hein. Les coopérateurs agricoles ont mis en œuvre des CUMA qui datent de Mathusalem pour mettre à disposition des moyens de production en commun. Les coopérateurs artisans ont des coopératives d'achat pour, là aussi, acheter des équipements. Donc, le Fab Lab, ça semble tout nouveau parce que c'est une appellation bizarroïde et puis on dit les makers, les machins, tout ça, ça vient de loin, donc c'est forcément mieux. Mais ça existe chez nous quand même depuis très, très, très longtemps, donc pas l'oublier. Par contre, ce qu'on voit renaître aujourd'hui et qui est peut-être un signe faible, mais c'est les coopératives de consommateurs
qui commence à revoir le jour. Je ne sais pas si vous avez entendu de l'expérience de Super Quinquin, supermarché, qui est géré par les adhérents et sous forme d'une coopérative de consommateurs. Et ça commence à renaître. C'était très puissant dans les années 60 et 70, donc avant l'essor des grands du monde du commerce que sont les Carrefour, etc. Mais donc ça renaît, et ça veut peut-être dire qu'il y a aussi une petite lueur d'espoir sur la façon de consommer autrement, et qui pourrait remettre au cœur des relations qu'on pourrait avoir effectivement avec les usagers de nos activités, voire nos propres salariés. Alors j'ai une question pour tous, et vous allez peut-être pouvoir y répondre chacun, ou en tout cas certains d'entre vous. Si vous aviez des recommandations à donner au secteur pour faire face aux mutations, quelles seraient-elles? Qui commence? Marc. Je vais répondre à la question. Je reviens juste sur ce qu'a dit Pierre. Je suis entièrement d'accord avec lui sur toutes les réformes pour que le salarié soit acteur de son évolution professionnelle. Effectivement, il a quand même besoin aussi, le salarié, d'être accompagné pour être acteur, enfin, surtout avec un certain niveau de qualification. De la même manière, il y a eu tout un tas de débats sur l'entreprise libérée, libérons les salariés, etc. On se rend compte que les salariés ont aussi besoin, à tous les niveaux, d'un cadre. Enfin, voilà, ils ont besoin de savoir quel est l'objectif, les moyens. Enfin, bon. Oui, pour répondre à la question de Macha, moi, je ne suis pas de la région. Je découvre la région depuis que je suis chez Vitamine T. Donc avant, j'étais dans la région parisienne. Donc j'étais supporter du PSG. Maintenant, je vais être obligé de supporter... Il faudra me dire lequel club, parce que... Bon, il paraît qu'on ne peut pas être supporter de Lens et de Lille. Enfin, on m'a dit c'est interdit. Ça ne se fait pas. Ok, bon, très bien. Donc en fait, moi, je suis très frappé par... en tout cas, si vous êtes tous de la région, par le dynamisme économique de la région. Alors, c'est peut-être lié à un historique avec le bassin minier, le textile, la VPC, enfin voilà, toutes les claques prises par la région. Mais je suis très frappé par le dynamisme économique et par la façon dont la plupart des acteurs, que ce soit les entreprises, les partenaires, les institutions, les collectivités, se saisissent des problématiques d'emploi. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai dynamisme, avec notamment Alliance Emploi, c'est ça, que vous connaissez sans doute, que moi je ne connaissais pas, et je trouve ça très louable d'avoir ce type de structure. Enfin, voilà, il y a un vrai dynamisme qu'on retrouve à tous les niveaux. Et je pense que dans ce dynamisme, évidemment, l'ESS a plus que sa place, à condition de ne pas oublier que, comme dans les autres secteurs, l'ESS, c'est avant tout... Alors oui, ça fait du sens de travailler dans l'ESS, de travailler chez Médecins Sans Frontières ou chez Vitamine T, mais c'est surtout des professionnels. Moi, j'ai toujours été vraiment frappé, quand je suis arrivé chez Vitamine T, de voir que le DAF, c'est un pro, que la responsable comptable, je fais attention parce qu'il paraît que le mari est dans la salle, c'est une pro. Enfin voilà, c'est vraiment des professionnels de leur métier. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je suis arrivé chez Médecins Sans Frontières, pour me faire une blague, mes équipes recrutement me disaient, tu sais, nous on recrute 3 types de profils. Le premier, c'est le gosse de riche. À 25 ans, il a déjà son appartement de 150 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. Il est amené à reprendre la boîte de son père. Et en fait, il veut les emmerder. Et il se barre, il met sa vie en péril au Soudan. Bon, premier profil. Le deuxième, c'est, alors là, grosse rupture amoureuse. Sa nana l'a quitté. Il n'en peut plus. Et donc, il veut partir à l'autre bout. Donc, moi, j'ai eu ça en entretien. J'ai eu un gars, pourquoi vous voulez partir? Il m'a dit, oh, je viens de casser avec ma nana, il faut vraiment que je parte en Centrafrique, c'est pas grave, mais vraiment, hein, bon, merci, au revoir. Et le troisième, je l'oubliais ici, c'est la sociale. Alors lui, par contre, il est en rupture avec toutes les formes de société que ce soit, et il imagine que de toute façon, au Tchad, c'est un état de non-droit, il n'y a plus de société, il pourra faire ce qu'il veut, y compris fumer du shit pendant qu'il sera en bloc opératoire. Voilà. Bon, évidemment, c'était pour la blague, et évidemment, y compris chez MSF comme chez Vitamine T, on ne recrute que des professionnels, surtout quand il faut ouvrir des blocs opératoires en Syrie. Donc on ne va pas aller recruter des bouchers pour faire de la chirurgie. Voilà. Donc moi, je pense que l'avenir de l'ESS, c'est ça, c'est
de devenir de plus en plus pro par rapport à ces métiers, et puis surtout de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Moi, j'ai failli le faire chez MSF, et donc mes partenaires sociaux m'ont réveillé, chez ACF, chez Vitamine T, en pensant que sous prétexte qu'on est dans l'ESS, il y a du sens. Oui, il y en a, mais c'est pas que le secteur qui fait le sens. C'est pas, voilà, c'est aussi le travail. Et comme je l'ai dit au début, la reconnaissance qu'on peut avoir par son manager de ce travail et le fait de sentir qu'il y a un esprit groupe, un esprit fédérateur, etc. Voilà. Et après, il y avait une autre question sur Vitamine T ou pas, non ? Non, Non, parce qu'elle est écrite là, mais... Oui, mais je suis obligée de tenir des timings, du coup, Donc j'arrête là. je vous laisse. Merci. Je vous Non, parce qu'il y avait une laisse, question sur Vitamine T, mais... Ah, mais je peux la poser. Hein. Non, mais moi, je rêverais que Vitamine T... Je rêverais d'être au chômage, pour tout vous dire. Je rêverais d'être au chômage, que Vitamine T n'existe plus, parce que ça signifierait qu'il n'y a plus de chômeurs. Voilà, tout simplement. J'intercepte le micro Oui, très bien. très rapidement sur... Votre recommandation à vous. Ouais, faire avec les autres. Ouvrir ses portes. Le monde économique et le monde de l'ESS, il a tendance à se replier sur lui-même. Donc, sur les territoires, il faut se rencontrer. C'est le rôle d'ailleurs de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et s'il y a des moyens à donner sur quelque chose, c'est bien sur ces structures qui travaillent à rassembler, à aller voir les bonnes pratiques, à aider quand ça ne va pas très bien, mais se rencontrer sur les territoires et faire avec les autres. Je pense que c'est un enjeu de la réussite de l'économie sociale et solidaire pour sortir de son entre-soi. Pierre, je vous laisse compléter. Je partage complètement ce que vient de dire Christiane. La Chambre a mis en place des clubs business, avec ESS au bout, hein, pour faire joli, sur les logos, et on en met en œuvre sur l'ensemble du territoire. Je vous invite à les rejoindre. Après, je vous invite à revendiquer auprès des banques, auprès des collectivités territoriales, que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de la patience. Et que les résultats, ce n'est pas, comme dans une start-up, tout ou rien. Et on a besoin de temps pour construire des structures qui tiennent la route et qui, demain, prendront la taille d'entreprises intermédiaires. L'expérience Vitamine T en région est suffisamment parlante. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en prendre d'autres. Et cette économie patiente, elle se négocie d'abord avec nos banques sur la durée des emprunts et sur leur accompagnement bienveillant quant aux frais bancaires qu'ils peuvent nous facturer. Il y a des banques de l'économie sociale et solidaire qui sont prêtes à vous écouter. On finira par Jennifer. Et un dernier point qui me tient à cœur, c'est de ne pas penser, enfin, pour l'économie sociale et solidaire, que l'argent, ça ne fasse pas peur. Parce qu'en fait, on part du principe que quand on est gros, capitaliste et méchant, on fait plein d'argent et c'est normal. Et quand on fait du bien aux hommes ou on fait du bien à la planète, eh ben, qu'on soit mal payé ou sous-payé, c'est normal. Et je sais que l'ESS entre dans ce mouvement-là. Il faut rentrer encore plus fort pour dire que c'est peut-être les gens qui font ces travaux-là qui devraient être le mieux payés que plutôt des gens qui font les choses pas très top pour nous tous et pour notre avenir. Enfin, voilà, en tout cas, que l'argent, ça fasse pas peur et de pas se dire je travaille dans le social ou je travaille dans une ONG donc c'est normal que je sois mal payé ou c'est normal que je réclame pas plus ou que j'ai pas le droit à plus. Mais que je sais qu'aujourd'hui, l'ESS va vers ça et que c'est important que ça continue dans ce sens-là. Merci beaucoup. À ce niveau-là de la partie, on va commencer à interagir avec vous juste avant qu'on se retrouve pour un cocktail au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des observations ou des points sur lesquels vous souhaiteriez échanger un peu plus avec nos intervenants ? Sachant que je sais très bien que la première question, c'est généralement la plus compliquée. Mathilde va circuler dans les couloirs. Mais Jean-Baptiste, je crois. Oui, bonjour à tous et à toutes. Une question pour Jennifer. Il y a eu une annonce, je crois hier ou avant-hier, du ministre sur le fait d'investir dans les tiers-lieux, 45 millions. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire d'investir 45 millions ? Comment ça va s'appliquer concrètement? Et puis deuxième question, les tiers-lieux, ils ne sont pas tous de l'économie sociale, mais qu'est-ce qu'apporte l'économie sociale et est-ce que vous avez un ou deux exemples de tiers-lieux de l'économie sociale qui sont particulièrement innovants?
Donc pour l'annonce, en fait, il y a eu la création lundi d'un Conseil national des tiers-lieux qui donc va mettre 45 millions sur 300 fabriques de territoire, donc dont 150 dans des quartiers prioritaires des villes, les QPV. Alors, j'étais pas à la réunion, mais j'ai eu le compte-rendu. WeShare, nous, on s'est créé avec un tiers-lieu qui s'appelle Mutinerie, qui s'appelait, voilà, Feu Mutinerie, qui a ouvert il y a 7 ans dans Paris. Et en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de tiers-lieux qui ferment. Des espaces de coworking, des Fab Labs, des laboratoires d'initiatives sociales, etc. Donc ça pose question, en fait, surtout sur le modèle économique de ces lieux. Et donc ces 45 millions pour ouvrir des nouveaux lieux, bah, c'est sûr, c'est une super annonce et c'est beaucoup d'argent et c'est bien parce que les territoires en ont besoin. Nous, on le voit sur l'étude qualitative qu'on a faite. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de pérennité? Parce qu'il y a énormément de lieux qui ferment après 3, 4, 5 ans d'existence et qui ont du mal en fait aujourd'hui à trouver des modèles économiques stables, à trouver des moyens de recruter, de faire vivre ces lieux sans que ce soit sur du bénévolat ou de l'échange de temps, de pair à pair. Donc bon, ça pose quand même question pour tous les tiers-lieux qui étaient sur la salle. C'était un peu ça la question et notamment sur ceux, qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, où souvent elles ont eu un gros coup de pouce subvention pour se créer. Sur la région Île-de-France, le conseil régional a injecté 32 millions en 5 ans pour ouvrir des tiers-lieux. Et puis la région, aujourd'hui, elle a vraiment drastiquement diminué pour faire continuer à vivre ces structures. Et du coup, l'injection comme ça de fonds publics qui peuvent parfois du coup déstabiliser en fait, le modèle économique de base, c'est un peu... si ça répond en partie à la question. Et sur la partie ESS, alors je peux citer un lieu, alors du coup ça va être un lieu parisien, parce que c'est celui qui me vient en premier, qui s'appelle WOMA. WOMA. Donc c'est à la fois un espace où on peut travailler juste avec son ordinateur quand on est freelance, mais c'est un espace où on peut fabriquer des objets, qui est très en lien, qui a été monté par des designers architectes. Donc c'est un lieu qui est plutôt axé sur l'architecture et sur le travail du bois. Et en fait, eux, ils sont dans l'ESS parce qu'en fait, ils ont un énorme travail qu'ils font avec l'école d'architecture de Paris. Donc en fait, tous les étudiants ont accès et ont des heures d'accès directement au lieu. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, quand on est étudiant et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, d'avoir accès à un tiers-lieu pendant ses études pour fabriquer ses maquettes, pour avoir accès à des outils qui ne sont pas forcément accessibles dans l'école d'architecture, parce que là, dans les tiers-lieux comme ceux-là, ils ont des outils à la pointe quand même qui mêlent matériel ancien et matériel numérique, nouvelles techno. Ça permet d'avoir une passation de savoir en fait, entre ceux qui connaissent les machines, entre ceux qui connaissent les choses et qui amènent les étudiants. Et puis les étudiants, ils développent des projets parce qu'ils sont avec des entrepreneurs qui ont eux-mêmes du coup monté leur structure, etc. Et donc ça crée des liens et ça crée, en plus en plein milieu d'un quartier dans le 19e. Et en fait, ça a créé une dynamique dans le quartier où du coup, il y a la maison, la MJC, la maison de la jeunesse de quartier, en fait, qui vient dans le tiers-lieu aussi, et des jeunes qui ont pris des formations. Donc, ils ont créé en fait un centre de formation pour les jeunes issus des quartiers, etc. Enfin, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui est... on met là juste un endroit à disposition où les gens peuvent venir gratuitement. Il y a aussi ça, dans l'ESS, les accès peuvent être gratuits sur ces lieux. Et puis, en fait, ça crée une dynamique, ça crée une activité, ça change le regard qu'on peut avoir sur l'emploi, sur la formation, sur le métier manuel, sur l'entrepreneuriat, etc. Et ça ouvre beaucoup de portes et ça permet à des gens qui ne se connaissaient pas du tout et qui ne se seraient jamais rencontrés, finalement, de discuter et même de monter des projets ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait compléter ou poser une question en plus ? Alors, je pense que vous avez été très clair et du coup, on va finir par un dernier message. Et pour un peu clôturer tout ça, si vous aviez chacun un principal message que vous souhaiteriez faire passer au travers de cette conférence, est-ce que quel serait-il ? Je vous laisse une minute pour y réfléchir ou pas ? Qui se lance ? Marc.
Si à un moment on devait résumer peut-être le message qui est concernant la mutation de l'emploi, concernant... C'est Françoise, c'est ça? Non, pardon. Non. Christiane, pardon. Elle a dit une chose sur l'essai, se tourner vers les autres. Non, qu'est-ce que tu avais dit? C'est ça. Voilà. J'aime bien. Bon, ce serait assez naturel qu'un DRH dise ça, mais de se tourner vers les autres. Voilà. Il y a une étude qui est, très bref, qui a été menée par les Américains sur l'histoire des open space. Et en fait, ils ont fait une étude et ils se sont rendus compte que lorsqu'on passait de bureaux individuels en open space, les gens, à 70%, baissaient leur nombre de relations en face à face dans les open space. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont en open space, les gens s'écrivent des mails. Parce qu'ils ont besoin d'un espace, c'est valable dans le métro à Paris, de sécurité. Et du coup, ils préfèrent s'écrire des mails que d'aller se voir. Alors que dans les bureaux individuels, ils vont se voir. Donc je pense que c'est ça, c'est cette notion de faire avec, de se tourner vers les autres. On est dans un monde, on a parlé du numérique, des moyens de communication. Moi, je vois mon fils, il est né, il a 17 ans, il est toujours sur son téléphone. On pourrait se dire, tiens, il communique avec ses potes, etc. Mais en fait, c'est une communication qui est uniquement par cet outil-là. Et qu'est-ce qui devient du face-à-face? Qu'est-ce qui devient de la... Je ne sais pas si c'est la vraie communication, mais voilà, il y a une forme, je trouve, d'individualisme, voilà, ce que je regrette. Mais et je trouve qu'on n'est plus assez... et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'environnement, la solidarité, mais je trouve qu'on n'est plus assez dans une forme de vraie solidarité, et de faire avec, de faire avec les autres. Voilà. merci beaucoup. Jennifer, un message. Ouais, alors je dirais juste que... Une punchline. Une punchline. Dis donc. Non, mais de voir au-delà des préjugés, peut-être, ou des préconçus. Parce que parfois, on peut se dire un espace de coworking, ça sert juste pour les freelances, pour travailler. Et en fait, mon école, elle a été créée grâce à des espaces de coworking qui nous ont ouvert des salles de réunion pour qu'on puisse faire cours sur notre première session. Donc, en fait, c'est des formes de solidarité dans tous les sens. Et il ne faut pas juste limiter et se dire, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, et juste essayer d'ouvrir les horizons au maximum. Merci beaucoup. Il me semble avoir déjà dit, faire avec les autres, Oui. ouvrir, je pense que c'est extrêmement important. Il y a dans l'ESS des initiatives superbes. Il faut qu'on arrive à les faire connaître et que ça donne des idées aux autres. Justement, nous y travaillons, nous, au sein du mouvement UP. Moi, je suis revenu beaucoup sur les contraintes externes, sur l'ensemble des secteurs professionnels sur lesquels agit l'ESS. Je pense que malgré toutes ces contraintes, il y a un point qu'il ne faut pas lâcher en tant qu'employeur ou dirigeant de l'ESS, c'est que le contrat soit clair avec nos salariés, que le pourquoi ils travaillent, on est venu tout à l'heure sur le sens qu'on peut donner au travail. Et je crois qu'il faut avoir du respect et de la bienveillance vis-à-vis de nos salariés, même si dans les contrats qu'on peut faire, parfois on est très virulent et très brutal. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous d'avoir été là pendant cette petite heure et quart. Tout sera capté, bien évidemment, et retransmis. Donc, si vous avez besoin de revoir un passage ou voire même de diffuser les initiatives qui ont été présentées et les points qui ont été levés et les signaux faibles qui ont été présentés, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Et la suite de la soirée se passe au rez-de-chaussée pour un petit cocktail entre nous. Merci beaucoup.